Chaque année, près de 430 000 Français sont touchés par un cancer. Un diagnostic toujours difficile à entendre. Et puis il y a les traitements, leurs effets secondaires et leurs potentielles séquelles, physiques ou psychiques. Avec la maladie, la vie des personnes concernées est bouleversée, tant au niveau familial que social ou professionnel. Au moins temporairement et parfois pour toujours. Comment l'accepter ? Vous écoutez Osons la vie, un podcast proposé par Rose Up, une association qui informe, accompagne et défend les femmes atteintes par tout type de cancer. Diagnostiquée d'un cancer du sein en 2020, alors qu'elle était enceinte, Justine a subi de lourds traitements, tout en menant sa grossesse à terme. Un parcours éprouvant, qui l'a changée et qui dure encore 4 ans après, car elle est encore sous hormonothérapie et sous surveillance rapprochée. Si elle est de nature optimiste, tourner la page du cancer reste difficile pour elle. L'après-cancer est un peu un récap. En fait, on se fait le récap de ce qu'on a vécu et effectivement, ça peut être compliqué lorsqu'on réalise, notamment dans mon cas, que j'ai été assez seule dans le parcours. Je suis Justine, j'ai 38 ans, je vis en région parisienne, dans le 91, et je suis chargée de qualité de vie au travail. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 34 ans, en décembre 2020. Mon protocole, il s'est terminé en octobre 2021. Terminé, pas vraiment, puisque je suis toujours en traitement. Il me reste 7 ans d'hormonothérapie. Jusqu'à mon diagnostic de cancer, j'étais exclusivement la maman de mon petit Noah. Et je n'avais pas de moment pour moi, je ne vivais que pour lui. C'était le but de ma vie, en fait, d'être maman. Ça faisait suite, du coup, à une grossesse arrêtée, donc j'avais surinvesti ma maternité. Pour moi, c'était un bonheur absolu. Arrive ce cancer, j'étais enceinte de ma petite Nina. Voilà, je pensais pas que ça arriverait lorsque je serais enceinte, et puis encore moins à mon âge. Donc voilà, un grand sentiment de colère, d'injustice et puis d'incompréhension, en fait, surtout. Et puis très vite, on se dit, je peux pas mourir à l'âge de 34 ans. Je peux pas laisser mon enfant qui a 3 ans. Et puis, que va devenir mon bébé ? Pendant les traitements, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais on a trop à faire. C'est-à-dire qu'on doit se soigner, donc c'est vraiment ça la priorité. Les rendez-vous médicaux pour mon fils, mes rendez-vous de grossesse, tout est bien rythmé, calibré. On essaye de tenir bon et de pas perdre pied, en fait. Donc on est concentré à maintenir le volant et Dieu sait qu'il y a des virages, donc c'est pas simple. J'aurais des difficultés à dire ce que cette expérience a réellement changé pour moi. Peut-être que je suis pas encore arrivée au bout du chemin, justement. L'après-cancer est un peu un récap. En fait, on se fait le récap de ce qu'on a vécu et effectivement, ça peut être compliqué lorsqu'on réalise, notamment dans mon cas, que j'ai été assez seule dans le parcours. Je suis entourée, mais après, il y a les aidants que j'appelle les aidants non aidants, dont on ne parle pas forcément, et pourtant, beaucoup d'entre nous ont ce genre de difficultés. Un aidant non aidant, c'est un entourage qui est pourtant là physiquement, mais qui ne sera pas forcément là pour nous lors de la maladie. Donc on se dit, mince, s'il n'y a pas une prise de conscience de tous à ce moment-là, ça ne viendra jamais. Donc le résultat, c'est que je me suis sentie vraiment seule tout au long du parcours. C'était sûrement difficile aussi pour eux de gérer ça. Mais c'était compliqué pour moi. Et pendant le combat, ce qui est très contradictoire, c'est que ça allait. Fallait que ça aille. Je m'écoutais pas du tout. Et puis après,
quand la radiothérapie s'est terminée, qui a épuisé vraiment tout ce que je pouvais avoir comme force. Là, j'étais plus l'ombre de moi-même. La première étape, pour commencer à tourner la page, ça a vraiment été de se dire j'ai besoin de temps pour moi. Je me revois dire à ma maman je n'arrive plus à rien. Je ne suis plus une maman, je ne peux plus rien faire. Je veux qu'on me laisse tranquille. J'étais arrivée vraiment au bout du bout. Je réalise qu'il faut que je fasse quelque chose. J'ai dû changer ma fille de mode de garde, enfin. Et j'ai fait de nouveau de multiples démarches pour obtenir une place, parce que je voulais pas non plus la mettre n'importe où, n'importe quelle condition. Pour moi, le fait qu'elle soit encore vivante après tout ça, c'était miraculeux qu'elle soit là, donc je voulais pas la laisser à n'importe qui. Ce mode de garde, ça a été vraiment la première étape où de laisser son enfant et d'être en confiance et de se dire ça y est, maintenant je vais prendre ce temps pour moi. Et j'ai du coup frappé à différentes portes, des associations pour avoir des soins supports. Je n'avais pas pu en avoir en fait précédemment. Donc je suis allée les chercher. Je voyais du coup sur les réseaux les filles qui faisaient des choses. Donc je les notais. Je notais tout et j'ai tout après dû mettre en place. Donc ça aussi, c'est aller chercher de l'énergie qu'on n'a pas pour obtenir finalement ce dont on aurait dû avoir d'emblée. Enfin voilà, donc c'était pas évident, mais voilà, on rassemble les dernières forces pour le faire. À l'Institut Raphaël, je bénéficie d'un soutien psychologique. Je fais du Qigong, de la sophrologie, de l'ostéopathie. Il y a plein de soins de support accessibles. Et c'est précieux parce que ces soins de support, ça nous rappelle qu'on a une place, ça nous remobilise, ça nous réassure, ça m'a redonné confiance en moi. Ça me permet de monter des petites marches dans cette acceptation de tout ce qui m'est arrivé et ça me reconstruit, ça me renforce. Trouver un travail a été vraiment une marche qui m'a permis de me reprojeter dans un nouveau chapitre. Ce travail, c'est chargé de qualité de vie au travail. J'anime des ateliers de sensibilisation voilà, sur les thèmes de la santé. Enfin, on a plein de volets comme ça. Donc, pour le bien-être des agents, c'est typiquement le type de poste que j'aurais souhaité à la sortie de mes études, étant psychologue du travail. Donc, vraiment, ça m'a vraiment permis de passer à autre chose. Parce que le fait d'être à la maison, c'est vrai, c'est pas évident, en tout cas pour moi. Certaines personnes peuvent bien le vivre, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me convenait pas du tout. C'était pas du tout choisi, plutôt subi. Donc le fait de pouvoir retravailler, ça m'a permis, oui, de me sentir mieux aussi. Même si ça a été très difficile, parce que j'appréhendais beaucoup une reprise à 100%, étant donné que j'étais quand même très fatiguée, puisque toujours en traitement. Mais je ne regrette pas du tout, parce qu'effectivement, ça me permet d'avoir une vie sociale, de rencontrer du monde, d'avoir des collègues, d'être challengée, de faire fonctionner aussi ma tête. C'est important pour moi. Si je dois me projeter dans 5 ans, j'avoue, j'ai pas d'idée. Je vis un peu au jour le jour, en fait. La société voudrait que je sois comme avant, que je devienne totalement invisible, que mon combat n'existe pas. Pour autant, il est arrivé dans ma vie et pour moi, maintenant, j'en fais mon cheval de bataille. Ces difficultés auxquelles je me suis heurtée, je ne veux pas oublier et je veux surtout tendre la main à toutes ces personnes qui passeraient par là. Avec mon compte Instagram, j'ai à cœur d'aider, notamment des personnes qui seraient dans ma situation, donc des personnes qui apprennent leur diagnostic lorsqu'elles sont enceintes
et j'essaye de les aider du mieux que je peux. C'est comme un peu une vocation, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais ça a donné beaucoup de sens dans ma vie. Les personnes qui me suivent me disent que je les aide. Et il y en a, ils me font pleurer. Parce que du coup, je m'en rends pas compte. Mais ça me fait chaud au cœur. Je me dis, waouh,